Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Entrepreneuse et athlète, de l'Ironman à la Transcontinental Race, avec pas loin de 4000 km, Caroline n'a jamais cessé de croire en ses rêves. Durant sa course au cœur de l'Allemagne, à 1500 km de son départ, l'impensable se produit. Son pédalier, pièce vitale de son vélo, cède, menaçant d'anéantir son rêve. Refusant l'idée d'abandon, elle se lance dans une quête pour trouver une boutique, mais la réparation semble impossible. Jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir surgisse à Munich. Un réparateur, touché par sa détermination, décide de lui venir en aide. Il démonte un autre vélo pour sauver le sien, lui offrant la possibilité de continuer son aventure. Caroline réalise la puissance de la persévérance, la solidarité inattendue des âmes croisées sur son chemin, et elle repart avec une force nouvelle. Au-delà de ses exploits sportifs, Caroline est la fondatrice de Bivouac. Elle fait découvrir les plus belles régions de France à travers des aventures en gravel bikepacking. Le voyage bas carbone et l'ultracyclisme sont pour Caroline des moyens de se connecter de manière significative avec le monde, en dépassant les frontières physiques et mentales pour explorer de nouvelles façons de vivre et de se déplacer dans le respect de la planète. Comment se préparer et s'alimenter sur une distance aussi longue? À quels signaux faire attention sur la gestion de son corps? Caroline me raconte toutes ses aventures dans ce nouvel épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Caroline. J'ai créé une, entreprise qui s'appelle Bivouac avec, mon associée Charlotte, qui a pour vocation de transformer l'imaginaire du voyage, bas carbone en le rendant désirable et pour ça, on organise des événements à vélo, des événements d'aventure en gravel plus particulièrement et c'est comme ça qu'on va changer le monde grâce au vélo. Et à titre perso, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le développement durable et j'ai fait beaucoup d'ultracyclisme et de triathlon, longue distance et c'est, en mêlant, mon expertise métier et ma passion pour, le sport d'endurance que j'ai créé Bivouac. Super. Alors, moi, je vois déjà une grande ligne directrice. En tout cas, tout a l'air de se suivre tellement, je sais pas, j'ai envie de dire, logiquement. Est-ce que tu peux, nous expliquer, pourquoi ce sujet un peu, déjà du sport de longue distance? Je pense que le sport de longue distance, il est venu à moi, naturellement. Heu, parce que je pense que c'est là où je suis la plus performante, dans le sens où je suis la plus à l'aise, où je vais atteindre, une sorte de flow. C'est là où je me sens le mieux, c'est dans la longue distance. Parce que la longue distance, tu es dans la gestion et la connaissance de toi. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse à titre, perso et je pense que ma pratique d'endurance a alimenté cette connaissance de soi et inversement. Enfin, c'est une quête plus Comment tu as fait globale. pour arriver à savoir que ce sport de longue distance était fait pour toi? Est-ce que tu as commencé direct par la longue distance ou tu as commencé avant par des autres sports? Est-ce que tu as commencé tôt ou très tard? Alors, moi alors il faut savoir déjà que j'ai grandi à Paris et donc il y avait et c'était pas dans les enfin en tout cas dans les mœurs, je sais pas, de mes parents ou de ma famille d'avoir une pratique sportive, régulière. Enfin, j'avais pas de je faisais du théâtre quoi, je faisais pas de sport et c'est quand j'étais en école, après le bac que je me suis mis à la pratique sportive. J'ai commencé par la boxe, et j'ai enchaîné avec le rugby. Le rugby que j'ai beaucoup pratiqué, en école. Et en fait, ce que ça révèle, c'est que je cherchais un sport, pour me défouler. Je savais que j'avais beaucoup de puissance, je savais que j'avais beaucoup d'énergie, mais je savais pas comment, le l'utiliser ou plutôt comment la dépenser pour pas qu'elle, me ronge de l'intérieur. Et même si j'ai beaucoup aimé la boxe et le rugby, j'ai adoré, mon expérience de rugby.
et bah, ce qui me posait enfin, ce qui a été difficile pour moi, c'était le côté gagnant-perdant de ces sports. C'est-à-dire que quand tu rentres sur le terrain et bah, tu sais qu'à la fin, il y aura un gagnant et un perdant et j'avais beaucoup de mal à titre perso de porter, le potentiel d'un échec. Mais je l'ai pas intellectualisé comme ça, à ce moment-là et je suis partie au Québec pour faire ma première expérience, professionnelle et à ce moment-là, j'ai rencontré des copains qui m'ont dit: «On va faire, un triathlon». Je dis: «Ouais, vas-y, OK, vas-y, je suis chaude, je viens avec vous» et sauf enfin, moi, je ne savais pas nager autre chose que la brasse. Enfin, je pense que je savais pas respirer, sous l'eau, correctement et le vélo, enfin, c'était en plus une époque où il n'y avait pas trop de vélo taf, même au Québec et bah, enfin, je faisais pas de vélo, quoi et je courais un peu, et du coup, je me suis acheté un vélo. Je suis allée à la piscine tous les matins pendant 2 mois et j'adore ces moments de vie où en fait, tu sais, tu as un déclic de rigueur, de régularité, qui est quasiment, je pense, vital, en fait, à ce moment-là, mais tu l'analyses pas comme tel, quand tu le fais. C'est juste a posteriori, tu te dis enfin, moi, je me dis: «Mais pourquoi?» genre, à ce moment-là de ma vie, j'ai décidé d'aller à la piscine tous les matins alors que je ne savais pas nager et pourtant ça a été un tournant, vraiment dans ma vie parce que, j'ai pu faire mon premier triathlon 2 mois plus tard et quand je suis rentrée en France, je me suis inscrite dans un club. J'ai un peu tardé et j'ai vu d'ailleurs que ça m'avait manqué pendant cette année. Mmh, bref et je me suis inscrite en club et là, une fois en club, tout a tout a tout s'est déroulé, quoi. Enfin, parce que je suis allée tout de suite sur des plus longues distances, heu et moi, là où je me suis surtout révélée, c'est dans la régularité. Enfin, le fait d'avoir une pratique quotidienne, c'est ça que j'aimais. Tu as Voilà. dit que tu savais pas pourquoi, si là aujourd'hui je te pose la question, je te dis si tu réfléchis un petit peu, pourquoi, du coup tu es allé à la piscine comme ça tous les matins pour t'améliorer et tout, est-ce que tu aurais une réponse ou? Ou ouais, je pense que j'en aurais une. Je pense que j'avais cette envie alors il y avait plusieurs choses. Je pense que j'avais cette envie d'aller, non, en fait, c'est pas celle-ci. J'allais dire envie d'aller dehors, mais il y a une envie, profonde en moi depuis très longtemps d'aller dehors, mais de pas savoir comment tu fais pour aller dehors. Enfin, tu vois, genre, l'expérience du dehors, jamais complète que quand tu l'as fait physiquement et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, mais c'était un instinct. Si je m'y suis mise à ce moment-là, je pense que c'est heu, parce que je cherchais quelque chose qui, pour moi, heu, quand j'ai déménagé, c'est la première fois que j'ai emménagé en couple, et je pense que c'était pas évident de trouver, ma place en dehors de la maison et en dehors de mon couple et je pense que la pratique comme ça a été mon espace d'intimité. Ma chambre à moi, enfin genre, l'endroit où en fait tu peux être, enfin tu peux faire ce que tu veux, sans devoir rendre de compte à personne et heu et je pense que c'est ça qui a été addictif aussi, que ouais, grâce à ça, j'ai trouvé un espace, pour moi. Ah je vois, ouais. Et du coup après ça, donc tu as fait le triathlon et après tu es parti sur l'ultracyclisme, comment tu es passé de l'un à l'autre? Il y a eu une transition douce. En fait, j'ai fait mon premier Ironman, enfin 2 ans ou 3 ans après avoir commencé le triathlon, enfin assez rapidement. En quelle année? J'ai en 2017 pour mes 30 ans. Attends, je calcule, c'est ça? Ouais. J'ai 36 ans. Hem et ouais, j'ai commencé je pense à 25-27, ouais, voilà. Et du coup, Donc tu j'étais à ce moment-là, as je reprends, tu as commencé à 27, le rugby tout ça, c'est ça? Ou le Québec, c'était à 25 ans et après je me suis remis en club à 27. Donc enfin ça a pris, pas mal de temps en fait de quand je suis revenue en France de m'inscrire, dans un club et cetera. Ça m'a pris d'accord. 1 an. D'ailleurs c'est dommage, mais bon, on ne refait pas le match. Ouais, c'est ça. 27 ans, j'ai repris. Donc on peut commencer tard. Et fort et vite. Et ouais et donc ce premier Ironman, je le fais avec, des copains. C'est une dimension importante pour moi. J'aime bien quand on se marre aussi, quand on fait des trucs comme ça, quand on se fait des week-ends et cetera. Notamment
des week-ends d'entraînement. Enfin, tu as besoin d'être, enfin moi j'ai besoin en tout cas de ça fasse partie d'un esprit un peu grégaire, et fun. Et un de ses potes dit, «Bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a fait Ironman, qu'est-ce qu'on fait?» Il venait de découvrir, un organisme qui proposait du vélo longue distance, sous format de week-end et puis, une première très longue distance, qui allait de Paimpol, en Bretagne jusqu'à San Sebastian en Espagne. C'était, 1 000 ou 1 200 kilomètres. Hem et en fait, à cette époque-là, donc je sais pas, ouais, en 2018, c'était récent comme pratique. Enfin, ça n'existe pas en fait, on ne parlait même pas d'ultracyclisme, on parlait, de vélo longue distance, quoi. Heu et on était 5 à se chauffer, se motiver pour faire cette première longue distance. On l'a faite, mais comme des triathlètes, c'est-à-dire on s'est mis en peloton, heu, genre à 30 km/h de moyenne et à dormir le soir et heu et en fait en fait, ça se pratique pas du tout comme ça, la longue distance. Déjà, il faut savoir que dans la plupart des courses, des événements, tu as pas le droit de drafter, qu'en général, en fait, la règle en ultra, c'est de rouler de façon continue, et plutôt douce pour se ménager et là, on n'était pas du tout dans ça. Mais grâce à ce premier événement, on a pu, bah, voir comment faisaient les autres, les gens qui avaient déjà fait et tu voyais que tu avais quelqu'un qui faisait du 20 km/h de moyenne et qui arrivait en même temps que toi parce qu'en fait, elle gérait, ses pauses, et son temps différemment et ça, c'était hyper, instructif et ça a ouvert la porte à plein d'autres, courses d'ultra et voilà et j'ai fait, 2 autres Ironman avant de me dire: «Non mais en fait, ça m'énerve de faire du sport sur un circuit, enfin, en tout cas, sur un espace fermé». Moi, j'ai envie en fait, que ça me serve à quelque chose, de partir quoi, de pas être sur un manège. J'avais cette impression de manège, en fait, sur les On triathlons. revient du coup sur cet esprit de partir un peu à l'aventure et d'aller dans la nature que là, comme tu disais, au tout début. Ouais et que le monde soit ton terrain de jeu et non pas, qu'on me mette sur un terrain de jeu tel un enfant et que je fasse joujou avec les infrastructures en place. J'aime bien l'idée de ouais, si mon corps est en mouvement, c'est pour aller, découvrir le monde. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui t'anime derrière, ce besoin? Hem, ouais, je pense que ça va au-delà du sport, c'est vraiment ce rapport du mouvement et du corps et ce rapport aussi aux frontières, imaginaires ou terrestres. L'idée de pouvoir en fait, les passer physiquement, heu et hem et et parce que enfin je pense que je suis à la recherche d'expériences, esthétiques, mais dans le sens expérience, c'est-à-dire, complète de contemplation, des expériences physiques en fait, se dire, «Je passe et je dépasse, les frontières avec mon corps». Surtout dans un monde qui est très urbanisé, je trouve que c'est enfin moi ce qui me fait enfin, ce que je trouve grisant, c'est de sortir avoir cette impression de sortir du monde, urbanisé. Ouais, je vois. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'alimentation, parce que forcément quand on part sur 1 000, 2 000, 3 000 kilomètres, on s'alimente forcément, je pense, pas de la même manière. Mais avant ça, j'aimerais savoir si pour toi, avoir je vais dire une bonne alimentation, c'est important pour toi et pour toi, c'est quoi une bonne alimentation? Hem, pour moi, l'alimentation ça a été un sujet, ça a été un sujet avant le sport, dans ma vie avant le sport, heu, où et en gros pour enfin et je pense qu'il y a 2 choses, qui sont pour moi, nécessaires pour, avoir un bien-être, physique et mental, mmh, au quotidien ou plutôt à l'inverse, en fait, si je respecte pas, mon alimentation et ma pratique, sportive, enfin ma pratique physique, donc juste être en mouvement, au quotidien, heu et ben je passe une mauvaise journée. Enfin, vraiment, je me dis: «Ah j'ai vraiment pas je suis en bad. Pourquoi je suis en bad? Ah oui, c'est parce que j'ai pas mangé ce qu'il faut et ah bah, en fait, j'ai même pas, fait, 30 minutes de yoga». Enfin, en gros, c'est vraiment 2 choses qui jouent sur mon bonheur au quotidien. Enfin, c'est je enfin, moi, je trouve ça hyper, enfin, puissant, parce que,
parce que du coup, c'est chiant parce que quand j'oublie, quand j'ai pas le temps de faire une pratique sportive, je sais que je vais passer une mauvaise journée. Quand je sais que je mange mal, je sais que je vais me passer une mauvaise journée. Bref, hem, mon alimentation, ça a été super important, je pense comme beaucoup de femmes, à l'adolescence, mais poussé même jusqu'à, mes 25 ans justement. Parce que je l'ai toujours vu comme une contrainte, enfin ou en tout cas comme un désir non assouvable, non assouvissable. Heu, enfin je pareil comme beaucoup de femmes, je pense, enfin à l'adolescence, j'ai voulu sculpter en fait un corps, que j'arrivais pas à sculpter parce que je suis pas grande et fine naturellement et que, du coup je me suis affamée, je sais pas quand j'avais 15 ans, et après j'ai eu un rapport à la nourriture qui était hyper enfin compliqué où tu passes par des phases où tu manges énormément, beaucoup trop et à chaque fois que tu vois quelque chose de gourmand, tu détournes le regard, c'est le péché qui passe. Heu, du coup, super, c'est pas un rapport sain, quoi. Heu et et par contre, j'ai jamais fait de sport dans l'idée de, maigrir. J'avais choisi de s'affamer, ce qui est vachement waouh, super. Non mais bref, donc je n'ai jamais choisi de faire du sport pour me sculpter. Et Est-ce d'ailleurs, que c'est pas tu as fait du sport pour pouvoir manger plus? Parce qu'il y en a certains des fois qui font ça, je pense que je l'ai pas fait enfin non, je l'ai pas fait consciemment, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ma pratique, régulière sportive a changé ma vie, et mon rapport à mon corps, mais alors surtout mon rapport à mon corps et du coup à la nourriture, en fait. C'est plus dans ce sens-là. C'est que, tu vois, quand tu dis, tu me demandais pourquoi, je suis passée à ce moment-là, en fait, pourquoi je suis allée à la piscine tous les matins et cetera, parce que j'en avais besoin, j'en avais envie et en fait, le chemin faisant, mon corps est devenu, sujet et non plus objet et ça, c'est vraiment un truc que je comprenais pas ces mots de objet, sujet, machin, mais j'ai j là, je l'ai vraiment réalisé et vu. C'est qu'en fait, je m'entraînais tous les soirs, donc tu vas à la natation, OK, je regardais pas du tout mon corps, enfin, tu vois, c'était pas du tout un sujet, OK, en fait, je suis là pour nager, OK, bah, vas-y, je nage et en fait, au fur et à mesure, j'ai senti que mon corps était plus puissant, était plus, efficace et cetera, que je me sentais bien aussi dans mes habits, nin nin mais c'était p mais en fait, je l'utilisais, quoi et un jour, je me suis vue dans le miroir et je me suis dit: «Ouais, trop bien, putain, en fait, tout ce que j'avais, comment dire? Projeté justement, quand je considérais mon corps comme un objet et bah, je l'avais atteint en faisant de mon corps, un être, important, quoi, genre quelque chose qui servait et que j'utilisais au quotidien». finalement, ton corps est devenu un peu le reflet de tes habitudes, quoi. Tu as pris des bonnes habitudes en mangeant peut-être correctement, en allant au sport et finalement, ben, tu t'es détaché de ça. Ouais, ouais, c'est le reflet de mes habitudes, mais c'est ouais et surtout de qui je suis, qui je suis, comment je me suis, comment je me sens, dans ma vie. Enfin, le sujet du corps et de l'esprit, pour moi, j'adore ce lien entre le corps et l'esprit et de plus en plus, dans ma pratique, je vois à quel point le corps est un puissant cerveau, un puissant, enfin, a powerful, brain. Enfin, genre, c'est et que même, souvent il précède la pensée, quoi. Comment est-ce que tu as fait pour améliorer les choses? Donc tu as dit, quand tu étais jeune, tu as eu un peu, bah, des problématiques pour manger, tout ça. Heu, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être pas précisément, mais comment finalement tu as réussi à te sortir de là et améliorer, ton alimentation et ton quotidien, ton bien-être? Heu, je pense que c'est parce que ma priorité, c'était devenu ma pratique et du coup, par exemple, si ta course à pied, le mardi et le jeudi, moi, par exemple, je digère mal, si je mange 2 heures avant, telle ou telle chose. Donc je me dis: «Ah bah non, je vais pas manger, telle chose, parce qu'en fait, ça va planter mon entraînement de ce soir», donc je le fais pas. Ensuite, il y avait le côté, pareil, le dîner. Tu vois, genre le dîner, je pensais à ça, genre l'après-midi et cetera machin. En fait, comme mon entraînement, il était entre 19:00 et 20h30. Ah bah OK, bah ça le déjà, ça ne lançait pas la priorité de ma journée et de ma vie, quoi. Genre je mange après peut-être plus léger aussi parce que, tu viens de faire de l'exercice. Enfin, en fait, je l'ai dépriorisé et à partir de ce moment-là, je trouve que ça a été j'ai eu un rapport plus sain et ensuite avec
notamment l'ultracyclisme. Là, ça on est passé à un autre step, c'est que tu réalises que la nourriture est un fuel et c'est comme ça que tu l'utilises. C'est-à-dire que si tu es dans ta vie de tous les jours et que tu manges un pain au chocolat, bon, bah, tu vois pas, l'effet glycémique, que ça a sur toi. Quand tu es au fond de ta vie et que tu prends un pain au chocolat parce que tu fais du vélo et que tu vois que tu repars comme en 40 et bah, genre enfin, c'est un effet vraiment genre, on met de l'essence dans la machine quoi. Genre, c'est reparti et voir ce côté, enfin vraiment, nutritionnel de la nourriture, heu, fuel et bah, ça aussi c'est un autre step. Finalement, le fait de te dépenser beaucoup au quotidien ou au fil des semaines, te permettait de te faire de peut-être choisir des aliments un petit peu plaisir et du coup de ne pas culpabiliser parce que, ben, tu ressentais pas cette lourdeur et ça venait, ben, apporter, comme tu dis, de l'énergie pour, ta pratique sportive? Alors moi, enfin les aliments plaisir, j'en ai pas tellement, c'est plus, moi, enfin je pense que je suis plus orientée quantité. Enfin j'aime les bonnes choses, mais c'est surtout enfin je pense que là où j'avais un comment dire? Un problème de régulation, c'était sur la partie, quantité, heu, voilà, et toujours, enfin et je pense que justement je mange de façon plutôt saine, mais toujours en quantité. Heu, je c'est enfin, moi, je pense vraiment que ça va changer juste mon rapport, à la nourriture et je l'ai plus vu comme quelque chose de mal, mais comme quelque chose, d'utile et de bon et du coup, ça m'a naturellement régulée, en fait. Je oui, c'est ça, ça m'a naturellement régulée. Tu as parlé J'ai plus de faim. nourriture saine, c'est quoi pour toi, du coup, nourriture saine? Est-ce que tu peux développer ou nous dire, Mmh, peut-être ce que tu manges ou? ouais. Alors ça, enfin, je pense que ça dépend des périodes, surtout que je pense que maintenant je suis moins stricte. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup aidée, c'est, heu ma mère avait vachement regardé tout ce qui était, chrononutrition. Je sais pas si tu es Ouais. familier avec cette approche et hem et je m'étais penchée sur les grandes lignes de la chrononutrition et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et après ma mère s'est intéressée au régime acido-basique et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup et en gros, au quotidien, je fais un peu un mix, et je sais que dès que je remets en fait, ces derniers temps, enfin, justement juste après ma blessure, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé à manger plein de trucs et machin et je pense que ça nuit aussi à mon bonheur personnel comme je l'appelle, et qu'à partir du moment où j'ai remis en place, la chrononutrition, enfin les bases de la chrononutrition et là, je me sens mieux dans ma vie et donc la chrononutrition, je sais pas si Ouais, je vas-y, carrément, explique-nous un petit peu, les principes. c'est en gros le matin tu manges, gras, heu et enfin donc moi c'est galettes de sarrasin, fromage. Je fais mes galettes de sarrasin, farine de sarrasin, pointe de sel, hop tu touilles et tu fais tes galettes, heu et ah oui et par-dessus, chrononutrition, acido-basique, c'est surtout, nourriture non transformée. Mais ça va dans le enfin Ah, c'est entre ça 2 va autres. mieux en le disant parce que ah ouais. Ouais, non mais enfin, c'est pas bref, je pense que ça, c'est la base de la santé et de la nutrition. C'est pour ça aussi quand tu me disais, des petits plaisirs, enfin, moi les plaisirs, ils vont être, ouais, bref, ils vont être, autres, je pense. Ouais, donc pour revenir à la chrononutrition, c'est gras le matin, et ensuite tu prends pas de dessert, donc que ça soit au déjeuner ou au dîner. Tu finis pas par du sucré parce que sinon, en fait, alors en tout cas selon les préceptes de la nutrition, ça relance un pic glycémique et du coup tu as refaim, 1 heure ou 2 après ton repas. Donc ça paraît simple comme ça, mais le déjeuner, ça va être, des féculents, des protéines, des légumes, pas de dessert. Tu as une collation obligatoire, donc ça j'adore, goûter obligatoire. Donc c'est, enfin des oléagineux et peut-être du chocolat. Et ça te permet moi ça me permet en fait de pas enfin, pareil, tu vois, genre, c'est pas avoir cette attente et de pas avoir une faim qui ronge, autant mentale que que réelle, pour le dîner et du coup, le dîner est beaucoup plus léger et en général, le dîner, on dit que c'est un poisson gras et ou pas ou très enfin, des oméga 3 et des légumes, mais pas de féculents, quoi. Ah Donc oui, voilà, pas de féculents le soir du coup. pas de féculents le soir. Ouais.
Je pense que ça va bien avec, enfin, je ouais, ouais. J'en ai parlé autour de moi, tout le monde n'est pas enfin, je pense que ça convient pas à tout le monde. Mais moi, ça me va très bien et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et est-ce que Et tu as pas de problème, quand pour dormir, par exemple, le soir? non, je dors tout comme un bébé. Et ouais et quand je fais du la course à pied le matin, je la fais à jeun en général. Mais ça, c'est parce que pareil, moi, quand je pour la course à pied, j'ai besoin d'être, enfin, d'être, en fin de digestion parce que sinon j'aime pas. Sinon j'ai mal au ventre. Super, vraiment très clair. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, sur, quoi manger le matin, le midi, le soir, les grands principes, on a un épisode de podcast, c'est le numéro 4 avec, Anthony Berthoud, qui est spécialiste, là-dessus. Donc, je vous invite à aller, l'écouter. Il est extrêmement intéressant et Anthony est vraiment très clair. Il a également sorti, 2 livres. Hem, Allez l'écouter, vraiment très intéressant. Hem, alors on va continuer pour nous. Du coup, tu as l'air d'avoir une organisation assez claire, assez carrée. Heu, Quand il y a une contrainte dans ta vie quotidienne, alors je ne sais pas si tu en as, mais disons que, tu en as une, comment est-ce que tu pallies à ça? Est-ce que tu arrives à t'organiser en amont ou est-ce que, bah, tant pis, pour cette fois-là? Est-ce que ça te crée aussi des frustrations ou pas du tout? Alors en t'entendant, je réalise qu'il y a quand même des phases de vie. Là, je suis pas du tout dans une phase de vie structurée, même si parce que je me suis blessée il y a 3 mois et là, je suis en phase de convalescence. Donc là, j'essaye de remettre en place, justement des habitudes qui me sont salvatrices. Quand je ces 2 dernières années, j'ai plutôt pratiqué l'ultracyclisme. C'est très dur de mettre en place, en tout cas pour moi, des habitudes, comme je le faisais en triathlon. D'entraînement quand tu fais de l'ultra. Parce que si tu te fais, un gros week-end avec 300 kilomètres, de vélo, le lundi, tu as envie de rien faire, le mardi, tu as envie de rien faire, le mercredi, tu as envie de manger, bon bref. Mais quand j'ai préparé, mes différents Ironman, je sais que moi, le principe, c'est en fait, mais c'est pareil qu'en fait pour la nourriture. Moi, je marche pas bien au comment dire? Au plan, précis. J'aime bien avoir une idée d'ensemble. OK, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Combien de kilomètres de vélo? Combien de kilomètres de natte? Combien de courses à pied? Est-ce que je dois faire un entraînement spécial, enchaînement? Donc avoir des grandes idées, des grands ensembles et après, je le fais, je m'arrange. Et je ne f alors il y avait une règle que je m'étais dite aussi, c'est si je peux physiquement, si je n'ai pas de contrainte, il y a pas de enfin genre, il y a enfin en gros le côté flemme n'est pas une excuse quoi. Enfin genre, c'est, tu y vas quand même quoi. Hem, En revanche, si je suis malade ou pas bien, je suis vachement à l'écoute de mon corps et je préfère, rater un entraînement que, que de pousser sur, je sais pas, une douleur, que de courir alors que je sais pas, j'ai une angine. Le prendre soin de soi, c'est, pour moi la clé du mental. Donc, que ça soit en entraînement ou en course. Donc ne Je pas trouve ça hyper se difficile briser. d'écouter son corps. Comment est-ce que tu fais pour savoir, que là, ton corps va pas bien et c'est pas une flemme, tu vois? Je trouve qu'il y a une différence entre la flemme: «Oh non, j'ai pas envie, je suis pas bien» ou vraiment tu es pas bien, tu vois? Alors moi, je trouve ça beaucoup plus difficile quand tu fais des entraînements, en individuel, plutôt qu'en club. C'est pour ça que j'aime bien le club. Parce que le club, c'est tu as tes horaires, tu y vas et il y a le en fait, la flemme ne rentre même plus en jeu parce que c'est moi, je sais que je suis engagée vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'un horaire, à être là et du coup, je me pose pas la flemme n'apparaît même pas. Alors que maintenant que je suis plus en club, je trouve ça beaucoup plus difficile, surtout quand tu es en couple, par exemple et que ton conjoint a les mêmes, velléités sportives et sauf qu'il y a pas du tout le même style d'entraînement. Donc il va enfin, s'il décide d'aller courir, toi tu dis: «Ah, je suis fatiguée. Ah, mais j'ai envie d'aller courir avec lui», bah, tu vas y aller. Je trouve ça beaucoup plus difficile de s'écouter et de revenir à soi. Donc j'ai pas j'ai pas de recette magique, désolée. Je plus, enfin, plus être capable de dire non, et limite même parfois aussi assumer la flemme, en fait. Hem,
là, j'ai la flemme et ça sert à rien d'aller à l'encontre de enfin, il y a un moment, ça va revenir. Moi, il y a ce truc où c'est un moment, ça va revenir, ça va tu vas te remettre dans une habitude, tu vas te lever tous les matins pour aller courir, tu vas enfin, mais sans effort, en fait. Parce que c'est, le bout de match entre, ta vie, ce qui se passe et ton besoin d'entraînement, régulier. Donc embrace la flemme. On va revenir un peu sur l'ultracyclisme. Comment est-ce que tu gères ton alimentation, pendant, les courses? Hem, alors c'est un sujet qui a évolué. Heu, donc il y a plusieurs types et plusieurs distances en ultracyclisme. Moi, ce que j'aime, en général, c'est les 1 000-1 200 kilomètres. La plus grosse course que j'ai faite, c'est la Transcontinental Race, c'est 4 350 kilomètres. Je distingue les 2 parce que je me suis pas du tout nourrie de la même façon, alimentée de la même façon et Pour qu'on se rende compte, sur, 1 200 kilomètres et sur, 4 000 kilomètres, c'est combien de jours, de vélo? alors, enfin 1 200 kilomètres pour moi, c'est autour de 4 jours, 3 nuits, 4 jours ou quelque chose comme ça. Hem Et sur la nourriture, donc pour moi, la clé, si je ne m'alimente pas du tout pareil qu'en triathlon, tu vois? J'ai banni le sucré et évidemment, quand on bannit un truc, il y a toujours des exceptions, le moment où tu croises un paquet de Haribo et que enfin, voilà. Mais en tout cas, déjà prioriser les Haribo plutôt qu'un pain au chocolat. Enfin, justement tous les trucs, qui mélangent, sucre et sel, enfin, c'est hyper dur à la digestion, ça t'engage des pics, glycémiques, de fou. Avant, j'avais des barres sur les ultras, j'ai enlevé les barres, heu je peux plus manger une barre, je sais pas, j'avais des Clif Bar en triathlon, je ne mange pas de Clif, enfin, c'est pas possible, sur de la longue distance. C'est de se rapprocher le plus possible de, ta nourriture, de la nourriture normale, en fait. Parce que tu vas brutaliser tellement ton corps que, il faut qu'il trouve en tout cas, il faut essayer de lui donner des repères nutritionnels, enfin, classiques. Mais il y a des exceptions, c'est que comme tu gères toi-même ton alimentation et ta nutrition, enfin ton alimentation sur, 4 à 16 jours et bah, dans des pays, en France ou ailleurs et bah, tu dois, gérer avec, bah, avec ce que le territoire te propose. Sur les 4 250 kilomètres, heu, j'étais surtout, je m'alimentais en station-service. Donc pour te dire que j'étais quand même loin de tout principe nutritionnel ou d'alimentation. J'étais, genre: «OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il me faut pour avancer?» Viser du salé, mais enfin, si tu es en Roumanie, bah, tu peux pas manger la même chose que, je sais pas, en Allemagne. En Allemagne d'ailleurs, parfois moi je ne m'alimentais qu'en bretzel. Enfin donc tu fais avec les moyens du bord et surtout tu t'alimentes tout le temps et la nourriture est au cœur de ta performance. Mais dans le sens où l'ultracyclisme, tu as 4 critères qui jouent, enfin 3-4, bref, c'est, et en tout cas, tu as 4 questions existentielles, c'est: «Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de dormir? Et est-ce que j'ai mal au cul?» Voilà, c'est bon, on est à 4 questions existentielles et les 2 premières, «Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif?» Mais c'est un ça devient un, enfin non, ces 4 questions sont un mantra, quoi. Tu te les répètes tout le temps. C'est: «Comment tu te sens? OK, OK. Donc là, il faut manger? Ouais, il faut manger. OK, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce que mon corps de quoi mon corps a besoin? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie?» et tu marches que comme ça, quoi. Enfin, c'est au cœur de ta performance et il y a des gens qui abandonnent, enfin les 4, enfin les raisons d'abandon, je dis 4 à chaque fois, mais bah, il y a vraiment le mal de cul, c'est une des raisons les plus bêtes, mais les plus, fréquentes, d'abandon, je pense et faire une hypo ou ouais, faire une hypo non, pas une hypo, enfin, pas gérer sa nourriture, quoi. Oh, c'est super intéressant. On va reprendre les 4 points. J'aimerais d'abord rester sur la fin parce qu'il y a un truc là qui m'a un petit peu interpellé. Donc tu as dit que tu prenais pas du tout de sucre, mais après tu as dit que tu avais mangé par exemple des bretzels en Allemagne. Du coup, quand tu dis sucre, est-ce qu'on parle de sucre? Est-ce qu'on parle de glucides? Est-ce que tu peux être un petit peu plus Ouais. clair?
Non, mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en ultracyclisme, il y a des règles et après, il y a toutes les façons dont tu les transgresses. Parce que et c'est ça que j'adore dans cette pratique, c'est que c'est le monde réel. Donc tu es pas sur, je sais pas, à 12 heures de d'Ironman où tu peux te dire, «Ah bah, à tel moment, je mange un sandwich, à tel moment, je prends un ravito, à tel moment, je vais prendre un gel» et cetera. Là, tu es en fait, bah, tu au milieu des Balkans et tu te dis, «Il faut que je mange», et je vois que je commence à être fatiguée. Donc tu prends la solution qui est la plus proche et en vrai dont tu as envie. Et c'est pour ça aussi que je distinguais 1000 et 4000 parce que je pense que sur 1000 tu peux plus gérer ton truc, ton corps, ta nourriture. D'ailleurs, moi, je mange de moins en moins sur les ultras comme ça, alors qu'avant je mangeais beaucoup. Là, enfin, c'est impressionnant, je ne mange quasiment plus sur les 1000. Sur les 4000, je mangeais tout ce qui passait. Enfin, le Yop était, la meilleure boisson que je puisse, dont je puisse rêver, quoi. Donc, là, on est sur on est sur du sucre, du lait, enfin tous les trucs qui normalement je digère pas et ne me vont pas, quoi. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui te faisait plaisir ou envie? On n'est pas du tout sur, c'est un carburant qui va te permettre, je sais pas, de performer ou pas du tout? Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tu je en tout cas, par exemple, le Yop, heu, c'est c'est des fausses connexions dans ma tête qui se passaient, enfin, en tout cas je pense, où tu dis: «OK, de quoi ai-je besoin?» Et tu fais une sorte de lien entre, genre, j'ai besoin de, je sais pas, d'énergie et en même temps, genre, d'un goût, d'une image, enfin, je sais pas, genre et tu as le enfin, moi, ça fait complètement ésotérique comme façon de faire, mais il y a vraiment ce truc du: «Qu'est-ce que tu voudrais qui te ferait plaisir et en même temps te reboosterait?» Et là, tu te dis: «Mais le Yop, bien sûr!» Je ne bois jamais de Yop chez moi, enfin, tu vois, genre et c'est pareil pour les boissons, genre les sodas. Heu, je bois jamais de coca, enfin je n'aime pas ça, mais il y a des courses où je n'ai bu que du coca. Il y a des courses où je n'ai bu que du Nestea parce que, quand tu te poses la enfin, quand tu te dis de quoi tu as besoin, c'est tu as besoin de sucre maintenant, et voilà. Donc je vais complètement à l'envers de ce que j'ai dit avant. Donc le précepte, c'est en fait, c'est salé, salé, salé et le reste ne sont que des dérapages, mais en fait, c'est quand tu faut écouter aussi ses envies bien-être parce que sinon, heu, tu comment dire? Tu te déprimes en fait. Sur 4000 bornes, si tu peux pas manger, un truc sucré, tu déprimes parce que tu peux pas être dans la rigueur sur tout, tout le temps pendant 16 jours, quoi. Donc pour les gens qui veulent faire de la longue distance, mais pas 4000 kilomètres, je conseille de manger que du salé. Moi, c'est là où j'ai géré mes courses les mieux gérées, j'ai mangé que du salé. J'ai pas eu de pic de fatigue, heu et entre glucose et sucre, je crois que je suis pas assez sachante, sur, la différence et Ouais. Un aliment quand même avec des glucides et du sucre un peu, mais à tendance, salée, quoi. ouais Pour et éviter pas cette mélanger, envie de revenir, tout le temps, quoi. ouais et pas le mélange des 2. Pas un truc qui mélange, ouais. Heu, OK. Du coup, sur, par exemple un non 1000 et kilomètres. juste dernière Ouais, parenthèse vas-y. sur le sucre, en fait, l'inconvénient du sucre, aussi, c'est que, heu, c'est qu'en fait, il te faut beaucoup de sucre pour tenir du sucre. C'est-à-dire que, enfin, là où le salé, tu manges, je sais pas, un sandwich, tu peux, tenir, je sais pas, 4 heures, 5 heures. Tu manges En fait, un haricot, quand tu dis salé, c'est plus, du gras, non? F Parce que, enfin, c'est vrai que dans les sports d'endurance, en général, on dit que plus le sport est long, plus on va s'orienter sur une collation, grasse plutôt que sucrée, effectivement, parce que sur le long terme, le corps, va utiliser plus les lipides mmh, que les sucres. oui, c'est gras et salé. OK. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Du coup, tu pas de fruits et qu'est-ce que tu emmènes, toi, quand tu pars comme ça, Alors alors maintenant, j'emmène plutôt rien sauf, peut-être, parce que je sais que je vais m'alimenter, je me prépare un sandwich peut-être,
Et les 2 trucs que j'achète tout le temps, c'est j'ai des cacahuètes d'un côté et j'ai, un emmental de l'autre et en fait, je mange les 2 comme ça. L'emmental, c'est très bien parce que c'est dur et tu as juste à mordre dedans Ouais, et les cacahuètes, hyper efficaces, ça garde l'eau, enfin, bien salé là et j'ai fait beaucoup de courses juste avec mon emmental et mes cacahuètes. ouais, gras et lipides, quoi. Ouais et tu es pas, dégoûté. Enfin, je trouve que pareil, c'est un truc, enfin, faut protéger son envie de manger, faut pas être dégoûté, quoi et c'est là où je trouve que les produits transformés, sucrés ont plus tendance à te dégoûter. Ouais, je vois. Et au niveau de la boisson, est-ce que tu restes que sur de l'eau? Est-ce que tu prends, je sais pas, des électrolytes, une boisson énergisante ou autre? En triathlon, je prends de l'électrolyte, en ultra, je prends pas d'électrolyte. Enfin, c'est vraiment pas du tout la même, enfin et pareil, tu vois, genre, enfin, en triathlon, je prends des barres, je prends des gels, en ultra, je prends pas d'électrolyte. En revanche, heu, bah, ouais, c'est des boissons sucrées. Je prends des boissons sucrées quand quand je vais dans un endroit où je peux me ravitailler, quoi et ça va être, bah, les pires trucs, hein, Coca, Nesty, si tu es dans un pays, qui propose une boisson originale et très sucrée, ça devient ton nouveau, Graal, heu et tu vas de station-service en station-service aller chercher ce truc. Donc ouais, une boisson très sucrée qui va te booster au moment où tu pars. Tu sais que tu vas un peu le payer après, mais bon, ça t'aura fait plaisir à ce moment-là. Et après tu Donc tu restes vas sur le de mélanger l'eau, du coup? ouais, que de l'eau. Ouais. Pourquoi pas Une d'électrolyte, durant l'endurance longue? j'ai fait un ultra où, dès la première nuit, j'avais de l'électrolyte et j'ai eu mal au ventre. Heu, Notamment aussi pour le transport, c'est galère. Ça peut être galère de transporter, bah, soit en poudre, soit en enfin, ça prend de la place, quoi et que tu vises, des bagages légers. Et puis je me mets pas mal d'eau sur la tête pour, heu, pour réguler la chaleur et du coup, bah, pas terrible, ça colle l'électrolyte. Ça fait pas des beaux cheveux. Voilà, donc voilà, donc plutôt de l'eau Alors, du coup, si je résume un et peu, tu par contre enfin sur les Ironman, à chaque, ravito, j'avais une bouteille de ceinture, quoi. d'accord. Du coup, sur, l'ultracyclisme, tu ne calcules pas du tout ce que tu manges, tu emportes, plusieurs, choses, comme ça et c'est quand tu as faim que tu manges. Il y a pas de calcul, il y a rien, c'est vraiment, comme ça que tu procèdes? Hem, il n'y a pas de calcul, le seul calcul que tu fais, c'est de manger avant d'avoir faim. C'est de prendre 2 sandwichs plutôt qu'1 à la boulangerie parce qu'il y a celui que tu manges tout de suite et celui que tu vas manger quand tu sentiras tu qu'il faut y aller maintenant avant que tu aies faim. Enfin, c'est toujours la même chose, manger avant d'avoir faim, boire avant d'avoir soif, parce que sinon c'est déjà trop tard. Ah oui et le sucre en fait, c'est là où il a je suis désolée d'appeler ça le sucre, à chaque fois j'ai l'impression de faire des grosses catégories, le sucre, le sel, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je procède, genre je me dis, ce qui est sucré, voilà, je le prends quand je suis déjà allée un peu trop loin, et que je sens que je commence à faiblir, donc je prends du sucre, du sucré et du salé, genre et je me dis: «Le temps que le salé arrive, je compense avec, du sucré». Mais ouais, c'est que de la rescousse en fait, le sucre. Parce que moi je fais du trail et c'est vrai qu'en trail, c'est pas que je calcule, mais tout ce qu'on mange en trail, on l'a quand même testé avant, on sait jamais, tu vois? Pour les problèmes digestifs et tout. En vélo, enfin du coup en ultracyclisme comme ça, il y a pas ça parce que tu prends un sandwich à la boulangerie, ça se trouve le sandwich il va un peu te donner mal au ventre, et cetera. Est-ce que c'est pas une problématique? Non. Non, je pense que quand même en trail, ton corps enfin moi je sais que je suis beaucoup plus sensible à mon hygiène de vie. Si mon hygiène de vie n'est pas exemplaire en trail, je le sens direct. Mmh. Si ma nutrition n'est pas exemplaire, avant, en préparation, je le sens direct. Pendant, n'en parlons pas. Un trail, alors je sais pas quelle distance tu fais, mais c'est quand même max, 24-48 heures. Enfin
quand on part sur, je sais pas, 3 nuits dehors, tu dans un autre, tu dans un enfin, tu ton corps, ailleurs quoi. Parce que en plus du fait de pas dormir, tu le nourris autrement, enfin c'est très, impactant et tu peux pas prévoir tout. Justement, moi, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est que la gestion de l'inédit, c'est ce sport. C'est comment tu gères quelque chose que tu as pas pu prévoir, en fait, et tout ce que tu as prévu, de toute façon, ne se passe jamais comme prévu et c'est ça qui est trop cool. Enfin, c'est à la fois, enfin, je pense que ça panique certaines personnes, qu'il y a des gens qui essayent de préparer un maximum, mais c'est je pense aussi que c'est des gens qui, dès qu'il va arriver un truc et bah, ils sont perdus, quoi, parce que, Mmh. c'était pas prévu et la nourriture ou l'alimentation sur ce genre de course, bah, ça ouais, ça fait partie du truc, quoi. Après le Après, enfin, tu sais, cyclisme sur est un peut-être moins traumatisant que le trail. Également la course à pied, ça tape, tout ça, effectivement à l'estomac et tout, c'est plus traumatisant. ah ouais, je pense que oui, je pense que ouais, que c'est moins impactant sur le enfin, moi, j'ai pas de problème de digestion ou de quoi que ce soit sur, le vélo. Si tu me demandes de courir après avoir mangé, un sandwich, mais je ne peux pas. Donc ouais, je pense que c'est pas du tout la même, alimentation. Mmh. J'aimerais qu'on parle un petit peu des compléments alimentaires. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Est-ce qu'il y en a qui sont indispensables? Alors je ne prends pas de compléments alimentaires, mais hem, enfin j'essaye avant les, heu, avant les gros événements, les grosses courses, de me faire des petites cures, d'échinacée, heu et alors parce que ma Tu peux mère est expliquer aromathérapeute. ouais, j'allais dire, est-ce que tu peux expliquer, ce que c'est? Ouais, alors je prends ce qu'elle me donne, mais je pense qu'il y a un côté, échinacée pour moi c'est, ça dégage, les voies respiratoires, comme ça, genre, c'est pour te sentir bien. Je me fais une petite cure de spiruline, heu et en général, je sais pas, soit du fer, soit du magnésium, selon, pareil, selon ce que ma mère me donne, quoi. Et en récup, pas ah oui, non et puis je bois beaucoup de ceinture avant et beaucoup de ceinture après et quand je bois de la ceinture, genre, j'ai l'impression que ça y est, j'ai fait mon super entraînement. Ouais. OK, pas d'oméga 3, pas de Ah si, multivitamines, ce genre j'oublie, de choses, oméga 3 si, ouais, ouais. Bah, ça fait partie un peu du truc où, tu vois, genre, enfin, quand ma mère me dit, magnésium, fer ou oméga 3. Non, mais c'est vrai, j'étais plutôt oméga 3 la dernière fois. Ouais et ouais et ça plus, l'échinacée en général, c'est cool, ça me fait du bien. En tout cas, j'ai l'impression. donc si je récapitule, un peu d'oméga 3, un peu de magnésium. Ouais, peut-être un si on fait le résumé, c'est oméga 3 et échinacée, OK. voilà et le mieux en récup aussi, parce que le plus dur en ultra, c'est quand même la récup. Est-ce que durant tes courses comme ça en ultra, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs pour bien récupérer? Parce qu'effectivement, là, on en a pas parlé, du coup, je vais revenir dessus. Tu avais dit soif, faim, sommeil. Au niveau du sommeil, du coup, on dort où? Est-ce qu'il faut prévoir une tente? Ou est-ce qu'il y a des logements à atteindre, dans un temps imparti? Et une fois qu'on arrive, du coup, à ce logement et qu'on fait la pause, est-ce qu'il faut s'étirer, se masser? Qu'est-ce qu'on fait pour bien récupérer, pour, enchaîner le lendemain? Alors, en ultracyclisme, pur et dur, en course d'ultra, ce qui n'est pas le cas dans mes événements bivouac, hein, mais en ultracyclisme, en course, tu roules tout le temps. Donc je sais pas, moi, je me suis toujours donné, en tête qu'il fallait que je roule, minimum, que je sois en mouvement, 17 heures, ouais, 17 heures sur 24. Mais en gros, tu as 1 heure de pause combinée et puis après, je vise 4 heures de pause sommeil. Donc tu dors 3 heures, mais tu as 30 minutes, avant pour te doucher, 30 minutes après, pour te lever. Bref, tu dors en général dehors, dans un n'importe où, sur un bas-côté, dans un champ, tu dors en bivy, donc c'est une sorte de sur-sac de couchage, imperméable qui permet de t'isoler. Hem Et parfois tu dors à l'hôtel,
L'hôtel, c'est une bonne technique parce que si tu dors 2 heures, au moins tu te reposes pour de vrai, tu te douches. Si tu peux choper un petit déjeuner, c'est cool, faut être aux bonnes heures. Hem et bah et du coup, c'est fatigant. En gros, c'est ça la conclusion parce que oui, tu dors dehors, quoi et tu dors peu et donc quand tu reviens, ah oui, donc il y a pas d'étirement et cetera. Ta priorité, c'est de te doucher et de te crémer les fesses, en général, pour, le lendemain repartir de plus belle. Mais, ouais, non, tu t'étires pas, tu prends c'est un sport de brutasse, hein, par contre. Enfin, c'est vraiment pas du tout, enfin, c'est là où je trouve qu'on voit vraiment la différence entre triathlon et ultra. Heu, Tu te reposeras quand tu arriveras. Mais entre les 2, entre le départ et l'arrivée, c'est juste une ligne de concentration qui avance, qui avance, qui avance. Voilà et donc quand tu arrives, c'est là où tu te relâches et là, meilleur conseil, c'est, dormir, boire, bien manger, et reprendre des compléments alimentaires et boire, de la sauce pour récupérer. Sauf que de plus en plus en ultra, tu as une culture festive, et que quand tu arrives, tu vas boire des bières et là, ça se passe très mal, voilà. Parce que, enfin, j'ai fait après une course et je pense que mon temps de récupération a été multiplié par 3 quoi. J'ai été fatiguée pendant hyper longtemps parce que j'ai pas géré l'après. Enfin parce qu'on était dans cette ambiance plutôt festive, qui dure 3 jours en plus parce que comme tout le monde est là pendant longtemps, pareil, c'est pas la même ambiance que sur des courses, courtes. Enfin, une course courte, quand tu as fini, tu rentres chez toi. Une course longue, tu restes un jour ou 2 de plus, ça fait partie ça fait partie de l'aventure, quoi. Donc voilà, donc il y a les préceptes et après ce que tu fais. Tu as parlé du coup du mal de cul, j'aimerais qu'on détaille un petit peu ça parce qu'effectivement, bah, par exemple en trail, on connaît pas ça du tout, et comment on se prépare? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Explique-nous. Ouais, c'est un gros sujet. Il y a plusieurs, réponses. Moi, mon analyse est la suivante. S je Donc je pense qu'il faut faire un bike fit, c'est-à-dire que tu vas avoir un professionnel qui, te règle ton vélo, déjà, parce que tu es pas censé avoir mal sur ton vélo. Pareil, ça c'est le précepte, après il faut voir la réalité. Il y en a qui sont sensibles aux cuissards, il y en a qui sont sensibles à la selle. Moi je pense que je suis sensible à la météo, c'est-à-dire que quand il fait chaud, en fait, toi, tu perds beaucoup de sel, donc c'est ça qui crée les irritations et je suis beaucoup plus sensible aux irritations qu'au choc de la selle. Hem Et donc pour, pallier, et les irritations du coup, c'est l'hygiène. Hem, donc j'ai toujours des lingettes, avec moi. Il y en a qui ont d'autres techniques, mais je c'est important. Et la bépantène. La bépantène, c'est une crème pour protéger les culs de bébé. Non, c'est pour les brûlures pour bébé, c'est comme ça. Et en fait, je fais, 2 semaines avant une grosse course, je me crème. Comme ça, tu as une peau bien élastique Tous les soirs et ou tous les jours ou plusieurs fois par tous jour? les non, l'idée, c'est tous les jours avant, l'événement, quoi, avant la course. Je l'ai fait une fois vraiment bien et c'était pour ma course de 4 250 kilomètres et je n'ai pas eu mal au cul pendant 4 000 bornes. Donc je pense que c'est vraiment bien de protéger la peau avant et c'est comme tout, hein, enfin, c'est comme, tu réussis une course quand tu es préparé physiquement, quand tu as bien mangé, enfin, l'avant est beaucoup plus important enfin, encore plus important que le pendant, je trouve. Et du coup, pendant les courses, si tu as des irritations, tu prends la Bépantène, pareil, tu te laves, tu mets de la Bépantène et le lendemain quand tu te réveilles ou 2 heures plus tard quand tu te réveilles, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, hygiène et Bépantène sont les mamelles du destin. Sur 4 000 kilomètres, je pense qu'il y a pas mal de mental qui rentre, en compte. Est-ce que tu peux nous dire, déjà quel sentiment on peut avoir, je sais pas, au bout de 3 000 kilomètres? Est-ce qu'on se dit: «Ah j'ai envie d'arrêter» et comment on fait pour continuer? Qu'est-ce que toi, par exemple, les phases par lesquelles tu es passé? Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Surtout qu'en fait, moi, j'ai eu beaucoup d'avaries matérielles, problèmes matériels pendant cette course. Hem, alors je parlais peut-être de la première. En fait, moi,
au bout de 1 500 kilomètres, je crois, il y a mon pédalier qui ne marchait plus. Enfin, je ne pouvais plus changer de grand plateau ou petit plateau. Heu, et c'est un problème de manette, en fait. Et j'étais en Allemagne et heu et je suis perdue en Allemagne et je réalise que ça n'avance pas, que ça marche pas, quoi. Donc je vais voir une première boutique qui était à une trentaine de kilomètres de là où j'étais, donc Coupole, mais je la trouve, elle ouvre et là, il me dit: «Ah non, mais en fait, c'est une pièce très rare, je ne peux pas, faudrait changer toute la manette, et j'ai pas la manette». Aller à Munich et Munich, c'était à 100 kilomètres. Donc là, je me dis: «OK». Et en fait, là, je réalise que ça se trouve, je vais devoir abandonner ma course pour une question, mais bête, matérielle, alors que j'étais bien, quoi. Je roule 100 kilomètres, en single, jusqu'à Munich et là, j'arrive et pareil, même topo dans la boutique vélo, ils me disent: «C'est mort» et vraiment, enfin, je crois que je commence un peu à pleurer et là, il me dit: «OK, on va trouver une technique, je vais enlever la manette d'un vélo, que j'ai et je vais vous la mettre». Enfin et il m'avait préparé un endroit où dormir pendant 2 heures pendant qu'il s'occupait du vélo et heu et 2 heures plus tard, il vient me réveiller et il me dit: «Voilà, c'est réparé et tout» et là, je réalise que je vais pouvoir continuer et là, mais vraiment, je pense que enfin, cette expérience, c'est vraiment le condensé de tout, quoi. Genre en fait, où tu réalises qu'il y a des choses qui te dépassent, dont tu n'as pas la maîtrise, qui peuvent t'arrêter net. Heu, Tu réalises aussi qu'il y a, des possibles, enfin que les gens sont là, que tu peux en fait, que tu peux trouver des solutions partout dans le monde, si tu sais ouvrir les yeux, te poser les bonnes questions et cetera et repartir et à ce moment-là, tu te sens vraiment invincible, quoi. Donc et ça te rebooste pour, repartir de plus belle. Moi et après, il m'est arrivé plein d'autres coups et donc c'est encore plus dur parce que tu te dis: «Mais c'est pas possible en fait». Et ce que je trouve dur mentalement, c'est de rester dans un mode course pendant 16 jours. Parce que parce qu'en fait, à un moment, en fait, tu penses que tu roules pour ta survie. Tu te dis: «Ah, il faut que je roule, faut que j'arrive et tout machin» et sauf que c'est pas ta survie, tu es dans un mode course donc il faut, respecter les règles, il faut, se dépasser à un moment, ça tu peux pas dormir, non, ah, il faut continuer. Enfin bref, mentalement, ce que je trouve le plus dur, c'est de rester dans focus 16 jours. Qu'est-ce qui t'a fait tenir, toi? Moi, je pense que j'ai pas de supra, puissance, enfin, qui me fait tenir à part, moi, je pense que ce à quoi je suis addict, c'est ce côté, rester concentré, en fait. Ce truc où, en fait, tu es comme ça, là, et c'est vraiment comme ça que je le vois dans ma tête, genre, c'est keep focus et continue quoi qu'il arrive. J'adore ce mode, où je crée comme une capsule autour de moi et où je me dis: «Reste, reste, reste». Enfin, en fait, je pense que je suis, plus addict justement à la rigueur, que j'arrive à mettre en place que, à la finalité. Mmh, S'il faut abandonner, comment on fait pour abandonner? Je sais pas, là, tu as dit que tu étais au milieu de Munich, si tu devais arrêter la course, comment ça se passe? Il faut quand même que tu rejoignes un point ou? ouais. Bah, Munich, ça aurait été, mais non, non, ouais, quand tu abandonnes, tu te débrouilles par toi-même. Te tu préviens l'organisateur et voilà et Et tu rentres chez toi, par tes propres ouais, moyens? exactement. Il y a OK. un Français qui avait arrêté, mais au fin fond de la Roumanie et moi, je me suis dit: «Mais» enfin, tu vois, genre, voilà, les fois où tu te dis, ou je sais pas, où ça m'est passé par la tête, mais encore très furtivement, je me dis: «Ah non, mais trop compliqué là de rentrer, vaut mieux continuer à pédaler parce que là, c'est trop compliqué» et je trouve que c'est pas mal comme, façon de penser parce que c'est vrai que Ouais. je préfère pédaler que gérer je sais pas, de l'administratif ou du voilà. Ouais, je vois. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'après-course. Comment est-ce que tu gères la période de recharge? Parce que juste avant, du coup, tu as parlé que tu avais fait des erreurs là avec la bière. Est-ce que tu peux nous dire, ton expérience là-dessus? Hem
Alors d'un point de vue, alimentation, enfin vraiment je pense, que ce côté, boire, bien enfin boire, manger, compléments alimentaires, dormir surtout, est, hyper important. Mais je pense que de toute façon en fait, tu atteins une fatigue, mais profonde, que tu n'auras, enfin je pense en tout cas, c'est pareil en trail, remarque. Moins, c'est pas pareil. En fait, c'est une fatigue vraiment, physique. Tu te sens, fatigué parce que vraiment je pense que tu as perdu tous les nutriments que tu avais en stock. Ils sont épuisés. Donc c'est pas tant, articulaire ou je sais pas, musculaire. C'est vraiment, tu n'as plus de force. Donc il faut, accepter aussi, qu'il y a un temps de retour, de ton corps à la vie normale et peut-être, je conseillerais de ouais, peut-être de faire une pratique, physique régulière tout de suite après, mais type, natation ou yoga, ou enfin, des choses plus, centrées sur, le corps et le mouvement que sur, l'explosivité et la puissance. Et au niveau alimentation, est-ce qu'il y a des recommandations ou tu manges tout ce qui te Heu, passe par la main? ouais, voilà. Ouais, j'ai plutôt tendance à manger tout ce qui tu as un ventre sur pattes. Enfin, vraiment, c'est un truc, c'est assez, incroyable, c'est que enfin, mais après tu es un ogre, mais vraiment, enfin, je pense que les gens qui n'ont pas vécu cette sensation ne peuvent pas comprendre, quoi. Bah, autant que genre cette sorte de vide et de fatigue, je pense que ça va c'est enfin le corollaire, c'est que tout ce que tu vois, la nourriture que tu vois, mais enfin je me souviens, après une de mes courses, on était, allés chez les parents de mon copain et je pense qu'ils n'ont pas compris parce on avait fait la course tous les 2 et ils nous servent, je sais pas, des pâtes et vraiment on était là genre gênés, de la quantité parce qu'on trouvait, qu'il y avait pas assez, quoi et on était, on savait enfin et ils ont vu dans nos yeux, qu'on était dépités, qu'on ait seulement 200 grammes de pâtes par personne et heu et ouais. Mais ouais, donc c'est beaucoup de quantité et il faut réussir, je pense, à garder une alimentation saine, mais je sais pas comment on dit, beaucoup de nourriture, mais saine, quoi. Parce que, pareil, si tu passes, par de la nourriture transformée, ton corps, il fatigue à devoir gérer cette, nourriture transformée, enfin, pareil avec l'alcool, enfin, tu t'alimentes vraiment enfin, ton corps, il faut limiter, en fait, le nombre de frottements, enfin, de fatigue du corps, Oui, déjà, on l'a bien traumatisé, avec, ouais, l'effort sportif. Alors si en plus on vient lui apporter de l'inflammation en plus avec de l'alimentation qui est pas adaptée, ouais, forcément, ouais, si, il va pas bien récupérer, quoi. ouais. S'il y avait des erreurs, à retenir dans ce que tu as fait, ce seraient lesquelles? Des erreurs à ne pas faire? En ultra? Ouais, c'est Ouais, cool. Heu, Ne pas enfin, alors, l'erreur, c'est, d'écouter d'autres personnes que toi. Heu, C'est-à-dire, enfin, alors écouter au sens large, c'est-à-dire, croire que la personne qui est devant toi gère mieux que toi, est dans une meilleure, situation que toi, a pris une meilleure trace que toi. Toujours revenir à soi, en fait. Ça, je pense que c'est ma plus grande erreur, c'est de croire que les autres savent mieux, sont mieux et cetera. En fait, c'est trace ta route. Enfin, c'est genre focus sur toi et pourtant on revient c'est la règle number one de l'ultra, c'est focus sur toi, prends ton temps, prends ton espace et cetera. Donc ça, c'est l'erreur, numéro 1. Heu, Après pour, nos sujets là, enfin de plus, d'alimentation, je pense qu'une c'est s'alimenter qu'avec du sucré. Donc s'alimenter que en pain au chocolat, pas bonne idée, pas bonne idée. Heu Et ne pas vouloir dormir, pas bonne idée non plus, voilà. En tout cas, c'est mettre en place, de la rigueur, heu, enfin un plan rigoureux. C'est-à-dire se dire, «Je dors 2 heures tous les jours, je me pose, 1 heure, au total», je sais pas, à chaque fois que je fais une pause, enfin, dans la journée, ma pause doit, je sais pas, représenter 1 heure. Bref, rester, c'est rester focus. merci pour ces conseils.
Tu dit au début de l'épisode que tu t'es récemment blessé. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer comment, c'est arrivé et comment tu le prends? Comment tu aurais peut-être pu l'éviter ou c'était vraiment inévitable? Ouais, je me suis blessée en début décembre, j'étais à l'escalade, je faisais de l'escalade en bloc et j'ai sauté pour, enfin, je en gros, j'avais, fini ma voie, et j'ai sauté pour, voilà, comme d'habitude. Sauf que, pendant le saut, je vois ma jambe qui tourne et mon genou qui fait vraiment une forme bizarre et dès la réception, j'ai eu très, très mal, enfin, je me tordais de douleur. Heu, il s'avère que je me suis rompu les ligaments croisés, que il y a mon ménisque interne aussi qui était, heu, blessé quoi et aussi le plan externe. Donc c'est à l'intérieur, à l'extérieur, au milieu, La tutti totale. quanti. Tout ça sur, vraiment un saut, mais ridicule quoi et et alors moi j'aime bien tous les pareil, enfin, je me suis intéressée à la médecine chinoise, tout ce que ça signifie, le corps, selon si c'est quel côté, à quel endroit et cetera. Donc là, c'est la jambe droite, c'est le genou, heu, qui a rompu. En général, quand tu blesses le genou, ça veut dire que tu as mis le genou à terre alors que tu ne voulais pas. Heu et côté droit, c'est le côté femme ou entreprise. Mmh et donc je trouve qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations là. Moi, c'est une période, de cette fin d'année où j'étais très fatiguée, notamment parce que je lançais, Bivouac, et puis mes projets de l'année dernière se terminaient, donc je pense que c'était un moment vraiment charnière, charnière comme un genou et où j'avais accumulé beaucoup de fatigue et justement, tu vois, c'est une période où j'ai pas su, je savais que j'étais fatiguée, je savais que physiquement j'arrivais pas à suivre et j'ai pas su m'écouter et lever le pied. Heu que ça soit, professionnellement ou sportivement. Je m'étais encore mis beaucoup, beaucoup de courses cette année et je pense que le corps m'a mis un stop net. Là où il m'avait déjà envoyé des signaux, je pense avant, mais que j'avais pas voulu les écouter. Donc c'est bon, j'ai entendu et je me fais opérer lundi, du coup. Donc ça veut dire 3 mois de rééducation, enfin non, ça veut dire beaucoup plus de rééducation, mais je ne pourrai reprendre, le vélo, et la natation a priori que dans 2 mois, quoi. Ah, tu t'es pas encore fait opérer là? Non, ça fait Ah 3 depuis mois que je suis décembre du blessée. coup, tu as le Ouais, genou, totalement blessé? Mais tu peux marcher, pendant 1 mois, j'étais avec les béquilles. Au bout de 2 mois, j'avais une béquille et là, depuis 1 mois, je franchement, c'est cool. J'arrive à tourner les jambes. J'arrive pas à plier à plus de 110°, mais je peux aller à la piscine, donc et je vraiment, ça m'a ch enfin, je ça m'a changé la vie de pouvoir reprendre, une activité physique régulière et je réalise à quel point, tu sais, on en parlait au début, à quel point c'est important pour mon bonheur, au quotidien de pouvoir, pratiquer, une activité physique tous les jours. ouais, je Même pas vois. grand-chose. Mmh, voilà, voilà. Tu as parlé de bivouac, parle-moi de ce super projet. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Vas-y. Mais alors justement, Bivouac, c'est né, de ce constat que dans les courses d'ultra, mais aussi en triathlon là, déjà il y avait peu de femmes. Heu, enfin moi à chaque fois il y avait 5 de femmes, sur les petits Ironman, sur les courses d'ultra, en général il y avait 5 femmes sur 200 participants, bref et j'ai eu envie de proposer autre chose, c'est-à-dire, des événements non compétitifs, mais de dépassement. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, la performance, c'est pas seulement, dépasser l'autre, c'est se dépasser soi, et donc des événements non compétitifs, paritaires, parce que je vois pas pourquoi il y a pas de femmes, qui en font alors que c'est trop bien. Et plus tournés sur, l'expérience de l'aventure. C'est ça que j'appelle la gestion de l'inédit, c'est-à-dire se tourner vers les autres, vers les possibilités que présentent, les gens que tu rencontres sur ta route et cetera, pour, t'aider, si tu as des problèmes, pour les rencontrer aussi. Et c'est aussi des événements responsables. Donc ça, c'est un gros sujet pour moi parce que, en gros, le constat, c'est que tous les événements,
les grosses courses sont, enfin prennent c'est des activités outdoor et pourtant elles ne s'emparent pas du sujet de la responsabilité qu'on a, la responsabilité environnementale qu'on peut avoir, sur la nature qui est notre terrain de jeu. Pourquoi? Les événements outdoor ne s'emparent pas de ce sujet-là. La plupart enfin l'empreinte carbone des participants en général, c'est l'avion, ou les déplacements en voiture, individuels. Donc on s'attaque au sujet du transport en proposant que des événements, qui sont accessibles en train. Les événements, il y a 2 formats. Il y a les formats week-end où, tu peux partir 3 jours, en échappée, pour, pour découvrir, une région de France, en gravel et en petits groupes. Et tu as les odyssées, ça c'est des aventures au long cours, donc on traverse une frontière, font autour de 700 kilomètres sur 7 jours et où tu rallies une ville de France à une ville d'Europe. Avec, plus de participants et où on se retrouve, plus ou moins selon ce que la route, nous propose. Parfois tu rencontres des gens, parfois tu te sépares, parfois tu te retrouves et à la fin on finit par un gros karaoké, à la vie d'arrivée. Voilà. C'est super. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il faut déjà avoir fait pas mal de vélo? Comment est-ce à qui Heu, tu les destines? alors l'objectif c'est, que ce soit pour le plus de monde possible. Il faut avoir un gravel, un vélo gravel. C'est quoi Hem, d'ailleurs, c'est quoi un vélo gravel pour ceux qui savent pas, du ouais, tout? en fait depuis quelques années tu as, un vélo qui a été créé qui s'appelle, enfin un type de vélo qui a été créé, c'est le gravel, ça s'appelle et c'est entre le VTT et le vélo de route parce que ça a la géométrie d'un vélo de route, mais ça a des gros pneus comme un VTT et en fait ça te permet aussi bien de faire du vélo taf que de rouler, sur de la route et rouler sur, des chemins plus ou moins accidentés. Donc ça permet justement d'aller voyager dans ces interlignes du monde, en dehors du monde comme, enfin un peu mon le rêve que j'ai de voyage. Et c'est pour ça que je trouve que le gravel, c'est surpuissant parce que, tu roules sur la route et puis d'un coup, tu roules sur un chemin sans te poser la question parce que tu roules quand même enfin, c'est assez il est vif, c'est un vélo qui est vif et surtout qui porte dans sa philosophie, dans sa pratique, l'idée de voyager et de dormir dehors en tente, plutôt en tente d'ailleurs, hem et de prendre le temps tout en se dépassant. Donc est-ce pour c'est pour tous ceux qui, roulent avec un gravel. Donc si tu as un gravel et que tu fais du vélo taf et que tu veux tester l'aventure, tu peux venir. Il y a pas de niveau. Si tu veux aller sur des plus longues distances, essaye aussi et l'important, c'est de prendre son temps. Ça, c'est un gros truc qu'on nous demande souvent si on peut prendre des vélos électriques. Moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet, sur, le vélo électrique. Le vélo électrique, c'est quand tu je pense que c'est bien pour en ville. Je pense que quand on est en voyage, bah, la seule limite qu'on a, c'est, les gens qui te disent: «Tu es trop lent, tu es trop lente». Mais en soi, tu peux très bien arriver à un point B si tu prends ton temps, quel que soit ton niveau. Peut-être que ça prendra 5 heures, là où il y en a d'autres qui mettront 2 heures et demie. Mais, en fait, c'est juste prendre son temps et apprendre à ralentir, bah, je pense que c'est crucial, dans notre monde d'aujourd'hui et pour ça, il faut que les mentalités aussi se transforment l'entertainment, l'événementiel, je pense que c'est une clé de ouf pour, changer les mentalités et se dire: «OK, je peux ralentir». Donc Et là, c'est du coup, cool. tu es toute seule sur le projet ou, vous Non, êtes plusieurs? je suis associée avec Charlotte, Jeanne, qui est, une de mes anciennes collègues avec qui on faisait du conseil en développement durable et elle pratique aussi le vélo et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. C'était qu'on était autant intéressés par, le vélo, mais que aussi que par la capacité du vélo à transformer les imaginaires du voyage, heu et des gens. Voilà. Donc on attaque le projet ensemble. Mmh. Trop bien. Donc là, vous êtes toutes les 2 à 100 sur ce projet-là depuis, quelques mois? Oui, tout à fait. Super, ah bah, vraiment génial. Ça s'appelle Bivouac, bivouak.cc, chers auditeurs, si vous voulez aller voir et participer à ces incroyables aventures. Je mettrai les liens en tout cas dans les notes de l'épisode, pour tous ceux qui veulent, en savoir plus. Caroline,
On va arriver tout doucement à la fin de l'épisode. Je vais te poser la dernière question qui est, c'est quoi toi ton petit plaisir coupable alimentaire? Ta collation, ton snack favori, ça peut aussi être un plat. Alors, moi, mon snack favori, non mais moi j'aime beaucoup le muesli avec du lait de soja et vraiment quand je sais que j'ai des moments où je me dis: «Oh, il me faut du muesli avec du lait de soja», je sais pas pourquoi, bah, bref et voilà, c'est mon plaisir coupable et évidemment en quantité. Je sais pas si c'est un plaisir coupable, mais je sais que c'est le seul truc qui me fait vraiment vibrer. Super, bah, ça marche en tout cas, c'est raccord, il y a pas de souci. Si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, mon nom Instagram, c'est outside Caroline et voilà, vous pourrez tout savoir. Aussi sur l'Instagram de Bivouac, mais que tu as déjà cité, donc bivouac avec un K.cc et voilà. Ouais, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, aucun problème. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Caroline pour ton temps et puis, bah, je te souhaite, une bonne journée. Merci, au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.